J'ai la chance ce soir d'accueillir Amandine Dur, donc Chief Product Officer à domicile chez Back Market, et Amandine Aubry. Oui, vous avez compris que ça va être difficile de passer la parole sans ambiguïté. Product Director chez Miracle. Merci à toutes les deux d'avoir répondu présentes pour parler d'un sujet dont on parle, je trouve, trop peu dans les communautés. Produit, c'est l'impact business dans les équipes produits et notamment diriger les équipes produits par l'impact. Donc voilà un peu le déroulé qu'on va avoir. On n'est pas en retard du tout et on va s'accrocher pour tenir le timing. Il y aura bien sûr une session questions-réponses qu'on fera durer 20 à 30 minutes et qui pourra se poursuivre juste derrière autour d'un verre et d'un petit apéro. Voilà le focus qu'on va donner ce soir. Donc, vous les connaissez bien, ce diagramme avec les trois grands piliers, on va dire, du métier de product. Bien souvent, et il y a beaucoup de littérature autour du lien entre product manager et designer, ou bien les techniques et ce que vous devez savoir en termes d'UX. Idem, est-ce qu'un PM doit savoir coder ou pas? Est-ce que c'est nécessaire dans une équipe? Ça, souvent, il y a de la littérature. Pour la partie business, on a trouvé que ça manquait un petit peu et c'est l'occasion de voir comment les KPI, les North Star métriques, tout ce jargon-là se met en place concrètement dans les organisations produits. Il y avait aussi tout ce qui a été écrit autour des impact teams et je fais un petit clin d'œil à Christophe Raola qui est dans la salle aussi. Donc, poursuivre en fait cette réflexion et se dire comment est-ce que le produit est en fait une business team, est-ce que c'est vraiment une business team comme une autre ou pas, et comment ça peut infuser dans le reste de l'organisation. Alors, je prends mes notes rapidement. On va lancer donc cette table ronde sur ce sujet-là, et juste avant, je vais vous laisser vous présenter rapidement vos parcours avant qu'on entame le dur du sujet. Bonsoir à tous. Donc, déjà, bienvenue chez Back Market. Ça fait vraiment plaisir de se voir en vrai, de se voir sans masque, donc pourvu que ça dure, et dans des conditions sympas, avec une belle vue. J'espère que vous êtes bien installés. Mais en tout cas, on est ravis de faire ce genre d'événement chez Back Market. Donc, hyper rapidement, je suis l'une des deux Amandines de la table ronde, Chief Product Officer de Back Market depuis 6 mois. Moi, j'ai un parcours au produit depuis un peu plus de 10 ans. J'ai commencé à faire ce métier avant qu'il ait son nom, donc c'est dire que ça date. Et je l'ai fait dans des contextes différents. Je l'ai fait déjà dans des pays différents, mais principalement en France et aux États-Unis. Et je pense que c'est quand je suis passée par New York pendant 5 ans où j'ai vraiment compris ce que voulait dire ce métier et comment il était organisé dans la plupart des boîtes tech là-bas. Je l'ai fait dans des tailles de boîtes différentes, dans des grosses boîtes comme AOL aux États-Unis, dans des toutes petites startups comme We Are TV que j'avais cofondé. Et puis, là, plus récemment, dans des scale-up qui me plaît bien comme type de boîte. Et puis, je l'ai fait aussi dans des industries différentes, chez Dailymotion, dans le monde de la vidéo, et donc là, dans les marketplaces plus récemment. Mais mon fil conducteur, pour moi, c'est d'avoir toujours kiffé faire ce métier sur des plateformes. Donc, des plateformes, c'est-à-dire on crée la tech et puis c'est d'autres qui vont contribuer dessus. Et donc, ça scale et c'est sympa de faire bosser les autres. Donc, voilà, ça me plaît bien. Et puis, peut-être un autre fil conducteur, c'est que moi, j'aime les verticales. Et Back Market en est une belle avec notre mission de faire aimer les produits reconditionnés. C'est tout derrière le e-commerce, c'est évidemment changer nos méthodes de consommation, nos habitudes de consommation, arrêter d'acheter du neuf. Donc voilà, au-delà de la transaction et d'acheter son device reconditionné, on peut aussi revendre ces devices, on peut aussi les faire réparer et bientôt ça va prendre de l'ampleur. Et donc voilà, c'est toute la partie verticale qui me plaît beaucoup parce que c'est comme ça qu'on raconte une histoire à son utilisateur et qu'on la construit avec bien sûr l'impact environnemental à la clé, c'est toujours mieux. Voilà, donc encore une fois, ravie de vous accueillir et ravie de commencer cette discussion avec Chloé et Amandine. Et Arnaud, tu peux passer le slide pour qu'on présente Amandine. Je te laisse mon micro. C'est gentil. Bonjour à tous, donc je suis Amandine. Moi, de mon côté, j'ai un parcours qui a plutôt comme fil rouge le lancement de business. Au début de mon parcours, j'ai travaillé sur des acquisitions. Donc, c'est le lancement de nouvelles business dans des boîtes existantes au travers d'acquisitions.
Et j'ai commencé à me frotter à des sujets tech que j'ai trouvés absolument géniaux. Parce que c'est une double casquette. Quand on rentre dans la tech, on est obligé de conserver cette vision un peu stratégique, tout en étant obligé de rentrer dans les détails. Et moi, j'aime beaucoup ces deux couches-là. Et j'ai donc ces dernières années lancé des produits. Donc vraiment lancer des produits, c'est mon fil rouge. Plutôt que de gérer les produits existants, c'est plutôt lancer des produits. Chez Cdiscount, pour commencer sur de la monétisation. Donc, un produit de création de campagne de produits sponsorisés pour des vendeurs. Et depuis un peu plus d'1 an maintenant, chez Miracle, où c'est le lancement, le produit existait déjà, mais il était encore assez petit, lancement de Miracle Connect, qui est en fait au sein de Miracle un produit qui permet à nos 300 clients Miracle, qui sont des distributeurs, de pouvoir recruter des vendeurs très rapidement. Donc voilà, et ce que j'apprécie aussi chez Miracle, donc en dehors de cet aspect de lancement de produits qui me plaît beaucoup, c'est que Miracle permet à des distributeurs qui sont classiques de pouvoir lancer leur propre marketplace pour arriver à faire concurrence aux mastodontes qu'on connaît tous et arriver à rester rentable en leur faisant concurrence. Donc moi, j'aime beaucoup cet aspect-là qui est pour moi aussi, alors de manière moins évidente, mais aussi socialement responsable. Voilà, et je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, donc, on l'a vu, des contextes communs entre les deux boîtes. Déjà, vous avez tous les deux des pôles produits au sein de Scale-up qui sont liés à du e-commerce, des équipes produits donc, qui sont autour de la thématique des marketplaces, mais des choses bien différentes, notamment du SaaS par rapport à une marketplace en B2B2C, des clients donc très différents et aussi donc des stakeholders aux produits qui sont différents. D'un côté, on va avoir une relation très forte entre produits et sales. Je dis très forte, c'est peut-être un peu électrique aussi. Enfin, c'est en tout cas au cœur de vos échanges. Et côté plutôt back market, ça va être avec l'acquisition ou avec au global d'autres business units. Mais bon, les sales, c'est pas une équipe en tant que telle à ce moment-là. La première question que je voudrais vous poser, c'est comment est-ce qu'on positionne une équipe produit en tant que business team? Alors, c'est une très bonne question. Ça paraît en plus pas le truc le plus évident au départ, mais c'est normal parce que pour moi, le truc le plus évident et à craquer d'abord, c'est de maîtriser sa delivery. Donc, de donner confiance sur le fait que on maîtrise sa roadmap, on est capable de donner des ITA, on s'y tient. C'est quand même la base et c'est ce que doit commencer à maîtriser une équipe produit. Et là, je parle une équipe produit au niveau de chacune des squads, des feature teams, quelle que soit la manière dont on l'appelle. C'est vraiment le truc qui est attendu au départ parce que c'est ça qui va donner la confiance et qui va permettre justement d'aller plus loin que ça. Donc, je pense que c'est aussi assez lié à, en tant que PM, comment on grandit, comment on évolue. Il faut d'abord commencer par connaître le b.a.-ba, c'est-à-dire on arrive à maîtriser ses sprints, à les cadencer et à délivrer comme on l'entend. Une fois qu'on a fait ça, c'est là que les choses intéressantes commencent, parce que c'est là où en fait on va commencer à non plus regarder ce qu'on ship, mais ce qu'on impacte. Et c'est là qu'on commence à se positionner comme une business team. Et ça passe par, pour commencer, avoir le bon KPI qu'on veut impacter. Donc ça, c'est pareil, c'est un attendu de chaque feature team, de chaque squad, d'être certain qu'on a bien défini son KPI et de le faire en concertation, bien sûr, avec tous ces stakeholders et en incluant, en embarquant avec soi les développeurs, l'équipe engineering, et bien sûr en le faisant en concertation avec ces business stakeholders. Ça peut être parfois un challenge parce que les KPI peuvent aussi changer d'un projet à l'autre, mais le tout, c'est quand même de commencer par en définir un et puis de tout faire pour l'impacter et puis et pour le défoncer. Ok. De mon côté, ce que je trouve très important, en plus du sujet delivery en effet, c'est de considérer l'équipe produit un petit peu comme une entreprise en soi, c'est-à-dire que en tant que membre de l'équipe produit, on doit être capable d'expliquer la stratégie de la boîte, la stratégie de chacun des produits, il y en a 4 chez Miracle par exemple, et la stratégie de sa squad, juste en une phrase.
Être capable de dire, on peut appeler ça stratégie, raison d'être, objectif, il y a plein de mots différents. Et en face de cette stratégie, d'être capable effectivement de mettre un KPI et que ce soit très clair pour tout le monde. Donc, le fait de l'identifier, ça a l'air bête de dire ça. J'ai l'impression peut-être d'être candidate aux élections présidentielles. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas si évident que ça. L'année dernière, par exemple, on a eu l'arrivée de notre Chief Product Officer, donc Isabelle. Il n'y avait pas de CPO auparavant. La stratégie était dans la tête de nos fondateurs, mais elle n'avait pas été diffusée à l'ensemble de l'équipe. Donc, le gros travail qu'a fait Isabelle l'année dernière, c'est de se poser avec le COMEX, de l'écrire. C'est quoi, qu'est-ce qu'on veut faire sur 5 ans, sur 1 an, concrètement, c'est quoi les KPI qu'on va suivre, et ensuite de pouvoir le diffuser lors de nombreux rituels à l'ensemble de l'équipe tech pour que chacun se l'approprie. Ensuite, on l'a décliné bien sûr au niveau des produits. Donc, je suis moi product director sur l'un des 4 produits. Donc, j'ai travaillé sur ce sujet-là aussi et j'ai diffusé au sein du produit. Et chaque squad a aussi travaillé là-dessus. Donc, nous, notre objectif, c'est que chaque développeur soit capable de répondre aux 3 questions. C'est quoi la strate de la boîte, du produit et de la squad. Et un autre élément qui est important, je pense, en plus de ça, du fait d'identifier et de diffuser la stratégie business, c'est d'arriver à l'appliquer. Et pour l'appliquer, ce n'est pas facile. Et là, on a essayé de mettre en place. Donc, l'appliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, maintenant qu'on a notre KPI, super, qu'est-ce qu'on priorise pour pouvoir répondre à ce KPI? Eh bien, maintenant, on attend des product managers de faire des business cases. Donc, c'est quelque chose qu'on ne demandait pas auparavant. Et c'est important parce qu'il faut avoir quelques bases de business case pour pouvoir dire cette feature, voilà l'impact qu'elle va donner et voilà l'objectif que je veux atteindre. Et Isabelle parle par exemple, et j'aime beaucoup ce terme, de mini CEO. Un product manager, c'est un mini CEO. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le business, ça fait partie de son job. C'est partie intégrante de son job. Ce que je trouve intéressant sur ce que tu dis, pour rebondir, c'est l'idée de donner du contexte. Et ça, le contexte, il doit venir au niveau de la boîte pour dire les grandes orientations, mais ça se retrouve en cascade à tous les niveaux et aussi au sein de cette petite équipe squad, en fait, qui a son périmètre et a son indépendance sur son périmètre. C'est aussi l'attendu du PM de donner le contexte. Ça passe par le KPI, ça passe par le niveau d'ambition, effectivement, et que ce soit partagé et qu'on embarque derrière, quoi. Donc, je trouve que ça me parle beaucoup. Moi, j'ajouterais qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire et qui s'applique vraiment à tous les produits, donc peu importe ce que vous faites dans vos entreprises. Un produit, c'est toujours un funnel, c'est toujours un flow, il y a toujours un point d'entrée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des workflows utilisateurs. Toujours un point d'entrée et un objectif. Donc, vous pouvez avoir une lisibilité de votre business en disant étape par étape, mon user doit passer par quoi. Donc, fonctionnellement, comment je vais découper mes équipes pour qu'elles puissent faire un passage de relais qui est cohérent avec les étapes par lesquelles passe mon user. Et pour revenir un peu sur ce que vous disiez, je trouve ça assez dur au départ de définir le KPI parce que à la fois, tu as envie que tu aies plusieurs teams qui impactent par exemple ton taux de conversion e-commerce. En même temps, ton équipe search, c'est compliqué par exemple de lui donner cette métrique-là, étant donné qu'elle ne maîtrise pas peut-être la livraison, les options qui vont impacter. Et donc, on avait eu vraiment de longs échanges sur dire, OK, quel est le KPI le plus ambitieux et en même temps le plus impacté par l'équipe pour pouvoir les motiver et en même temps éviter que chacun regarde juste son précaré et ne soit pas impacté. Comment vous faites pour créer ce double niveau avec une seule métrique dans vos équipes? En fait, l'exemple que tu dis, c'est intéressant sur le search parce que en fait, tu peux tellement te planter en choisissant un KPI, mais il faut aussi un peu se planter pour s'en rendre compte, en fait, je pense, tout simplement, il faut un peu dédramatiser. Tu pourrais te dire, par exemple, sur le search, ce qui va compter, c'est ta part de GMV ou de revenus fait par le search. Dans ce cas, tu n'as qu'à faire un énorme bandeau de search qui prend tout ton site et puis ton KPI il va magiquement augmenter. Et je pense que ce n'est pas ça l'objectif. Donc, à part tester, itérer, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Déjà, tu peux avoir la notion de safeguard KPI. Donc, tu as le truc que tu veux impacter, mais tu es aussi très conscient des effets de bord.
Et typiquement, le CVR est très souvent un safeguard KPI de beaucoup d'équipes. Enfin, en tout cas, c'est le cas, par exemple, chez Back Market. Tu peux te dire, nous, dans notre parcours, on va évidemment essayer de favoriser le taux de conversion, mais on va aussi essayer justement d'inciter à faire du buyback ou du swap. Et c'est quelque chose qui peut bien sûr jouer énormément en faveur de l'engagement, de la LTV, etc. Oui, mais si tu pousses trop le swap ou le buyback, tu peux aussi faire baisser ton CVR. Alors, je vais vous dire un petit peu plus sur ce que c'est, effectivement, désolé pour le jargon. Donc, le swap, en fait, c'est la possibilité de revendre un device pendant que tu achètes un device, et ça va de facto baisser le prix d'achat. Ça, en fait, tu peux te dire, c'est super, ça va aussi augmenter mon taux de conversion. Pas forcément, parce que c'est autant d'informations en plus à processer pendant qu'on est en train d'acheter, et la moindre friction peut aussi te faire arrêter ton processus et passer à autre chose. Et le buyback, c'est le même procédé, mais avec un point d'entrée différent. On n'est pas en train de faire une transaction, c'est juste tout le monde a chez soi, je pense, une petite boîte avec des devices non utilisés. Sachez que cette petite boîte a une seconde vie et qu'elle peut même valoir de l'argent. Et ça, c'est le buyback. Donc, c'est-à-dire, on va sur Back Market ou sur l'appli, et puis on propose à la revente des devices, et en échange, on va recevoir de l'argent. Voilà, ça, typiquement, c'est intéressant parce qu'ils ont leur KPI propre. D'ailleurs, sur le buyback, on s'est posé énormément de questions de quel est le bon KPI. Ce qu'on a retenu pour l'instant, c'est le pourcentage de clients au global qui font un buyback. Mais il y a eu beaucoup de tergiversations derrière ça. Et on a des safeguards KPI, typiquement, que ça ne nous pète pas le taux de conversion. Et certainement la même question pour toi, pour Amandine. Qu'est-ce que vous avez comme un peu... Est-ce que vous avez le même concept de safeguard KPI, ou vous avez mis en place d'autres mécanismes? Alors nous, on n'a pas ce concept-là parce que je pense que contrairement à Back Market, on a des périmètres qui sont plus facilement découpables. Par exemple, le périmètre de Miracle au global, on l'a découpé en 4 périmètres, dont 3 qui sont vraiment sur le core Miracle, que sont l'order, le catalogue et ce qu'on appelle la plateforme. Donc dans ce cadre-là, les périmètres fonctionnels sont vraiment complètement séparés. Et les KPI sont vraiment indépendants. En revanche, ce qui a fait très écho, c'est le fait de pouvoir se tromper de KPI, ou pas forcément se tromper, mais nous, clairement, sur Miracle Connect, on a fait évoluer notre KPI entre l'année dernière et cette année, et ça a eu un impact très fort sur la roadmap. Simplement pour vous donner cet exemple concret, l'année dernière, on avait un KPI avec Connect. Donc, pour rappel, Miracle Connect a pour objectif de proposer des vendeurs aux 300 clients de Miracle, que sont La Redoute, Darty, Galeries Lafayette, etc., etc. Donc, l'année dernière, on s'est dit, on va construire un écosystème. C'est ça l'objectif. Donc, le KPI qu'on avait trouvé, c'était l'ensemble des ventes réalisées par l'ensemble de ces vendeurs. Cette année, on a changé d'objectif, et je pense qu'il est bien plus percutant. On s'est dit, à quoi ça sert Miracle Connect pour Miracle? Miracle se rémunère sur une commission sur les ventes de ses 300 clients. Donc, à quoi ça sert Miracle Connect? C'est très simple, c'est à augmenter les ventes de ses clients. Donc, maintenant, on suit les ventes incrémentales créées par Miracle Connect. Et vous allez me dire, bon, c'est de la théorie, c'est sympathique, mais globalement, l'année dernière, on était incité à faire plein de features très sexy pour les vendeurs pour les attirer. Et cette année, on est incité à faire des features de networking très fortes avec des logiques de matching et d'AI pour faire en sorte qu'on fasse se rencontrer, on fait un peu un Tinder dans la marketplace, qu'on fasse se rencontrer les bons opérateurs et les bons vendeurs. Donc, le changement de KPI, je ne pense pas qu'on puisse parler d'erreur, mais d'évolution de notre compréhension de la stratégie. Ça a eu un impact radical sur notre roadmap. Je trouve que c'est intéressant de se dire, est-ce que la métrique que je poursuis, elle nourrit finalement ma boîte, et c'est bien le truc d'impacter le business finalement, ou elle nourrit un autre point qui peut être lié à l'UX, donc au ressenti utilisateur sur la plateforme. On peut aussi avoir des variables tech. Je pense aussi à des talks, notamment de Blablacar, qui ont pas mal parlé de ce sujet-là, pour dire comment on kill cette dette technique, comment on reste agile. Vous avez ça. Voilà, je vois que tu fais les gros yeux. Parce que sur les SaaS qui sont tirés par un client puis par un autre, on arrive avec une bonne pile de dette technique au final. Donc,
gardez vraiment en tête que vous impactez en tant qu'équipe produit, au même titre que n'importe quelle équipe, la ligne. Et tu avais un bon exemple là-dessus pour définir, OK, comment Miracle gagne de l'argent, et on va le casser et bien l'expliquer pour que chacun puisse s'emparer de, OK, dans cette équation, qu'est-ce que j'impacte et à quelle hauteur. Et ça rejoint ce que tu disais sur le safeguard, qui est de se dire, au final, ça doit quand même se relier. Est-ce que tu veux détailler un petit peu ce breakdown que vous avez fait? Oui, bien sûr, sur comment Miracle gagne de l'argent, c'est bien ça. Dévoile-nous tout. Vous voulez les chiffres sur 3 ans? Je vais faire mon possible. Non, c'est très simple, effectivement. Miracle gagne de l'argent. Alors, je vais simplifier parce qu'il y a plusieurs sources. Et puis, mon boss est là, donc je vais faire attention. Je vais simplifier, mais globalement, Miracle gagne de l'argent en prenant une commission sur les ventes de ses 300 clients. Donc, du coup, les KPI que nous, on suit, et donc les fameux business case utilisés par les product managers, sont centrés sur 2 choses. Un, la GMV incrémentale. Donc, comment est-ce qu'on augmente cette GMV? Alors, pardon, j'utilise encore un sigle. Gross Merchandise Value, c'est les ventes. Donc, comment est-ce qu'on augmente cette GMV? On va chercher plus de clients et on aide nos clients à plus vendre. Donc, Miracle Connect s'intègre carrément là-dedans. Et il y a une deuxième composante qui est le taux de commission. Et le taux de commission, comment on l'impacte? À la hausse, on offre plus de services à nos clients. Donc, plus de services sur l'analytique, sur des fonctionnalités beaucoup plus poussées. Et à ce moment-là, on peut augmenter et on justifie l'augmentation de ce commission rate. Donc, du coup, c'est nos 2 grosses composantes business case maintenant chez Miracle. Je ne sais pas si c'était clair. Ça a l'air. Ou alors vous êtes endormis. Non, c'est bon? Bon, parfait. Alors, vous êtes toutes les deux dans des scale-up. Donc, on se doute bien que ça ne doit pas être très rigide comme organisation. Comment est-ce que le découpage de vos teams, feature team, squad, appelez-les comme vous voulez, évolue au fur et à mesure de la croissance exponentielle que vous avez? C'est le principe de la division cellulaire. En fait, il y a des squads qui se créent et puis très souvent, au bout de 9 mois, elles se scindent en 2 parce que ce truc devient trop gros et qu'on a besoin de se concentrer sur une partie de l'expérience. Et ça, un peu à tous les échelons. Et moi, en tant que CPO, ça, c'est mon obsession. C'est-à-dire que le truc le plus basique qu'on attend d'une équipe produit, c'est d'être sûr qu'on a bien mappé l'ensemble de l'expérience, qu'on n'a pas de blind spot, que les équipes travaillent sur les bons projets avec les bonnes KPI, les bons North Star métriques, mais surtout à un instant T et dans 18 mois, dans 24 mois, comment ça va évoluer, comment on peut anticiper, où est-ce qu'il va falloir recruter, où est-ce qu'on peut projeter et promouvoir. Ça, c'est hyper important. Et ça, bien sûr, ce n'est pas un exercice que je fais toute seule. Il faut absolument que, bien sûr, déjà, côté engineering, on soit en face. C'est notre interface principale. Et puis aussi, côté business, on en reparlera peut-être, mais on a un truc particulier chez Back Market qui s'appelle la trifecta. Et donc, une équipe, ce n'est pas juste une squad avec un PM, des développeurs, un product designer. C'est aussi un membre de l'équipe business, mais qui fait vraiment partie de l'équipe. La trifecta, c'est business, produit, engineering à tous les niveaux, dans toutes les squads, au niveau au-dessus, au niveau des tribes. Et bien sûr, du coup, c'est un challenge en termes d'orga parce qu'on anticipe à 24 mois, mais il faut que les choses et que la trifecta se staffent en même temps, avancent en même temps. Donc, ça nécessite d'être hyper interfacé, en communication, s'aligner sur la vitesse à laquelle on veut avancer, la priorité qu'on veut donner. Et évidemment, ça nécessite d'être hyper lié à la stratégie de la boîte. Donc voilà, tout ça est un joyeux mélange, mais c'est la clé pour moi dans une scale-up pour assumer le gros avec bonne humeur, quoi. Et alors, ils sont physiquement assis à la même table, c'est ce que tu m'expliquais. Et alors, ça vient d'où ce concept de trifecta? Parce que je crois que ça remonte bien loin. Absolument. Ils sont assis à la même table, oui. Alors ça, c'est la cible et en tout cas, ils se retrouvent très souvent. Et ça vient d'où? En fait, ça vient de la genèse de Back Market qui a été cofondée par 3 personnes, le CEO, le CTO et Vianney qui est aujourd'hui le Chief Creative Officer, mais qui faisait le produit depuis le départ. Et donc, finalement, c'est l'histoire de départ de Back Market qui a essaimé et qu'on a même théorisé
parce que c'est vraiment l'histoire de notre scale, quoi. C'est comme ça qu'on veut faire grossir l'organisation. C'est comme ça que ça a marché dès le début. Et donc, c'est la recette secrète de l'équilibre des forces que l'on veut maintenir absolument dans le scale. De notre côté, alors déjà, je vais parler simplement du périmètre de mon produit parce que donc, je n'ai pas la responsabilité de l'ensemble de l'organisation Produit Miracle, mais même principe de division cellulaire. Et en plus, un autre élément, on a tenté d'anticiper les squads dont on aurait besoin, les créations de squads, c'est-à-dire création de périmètre, dont on aurait besoin sur on va dire 6 prochains mois, 9 prochains mois. Et ça permet de les écrire noir sur blanc, de savoir qu'elles vont arriver. Donc, ça permet à l'équipe de se projeter et ça permet aussi d'en parler plus largement autour, au business, aux stakeholders, pour aussi dire ça, on ne le fait pas tout de suite en fait. Donc, c'est utile aussi pour ça, pour dire on sait qu'on va devoir le faire, donc c'est dans les plans, mais on ne le fait pas tout de suite. Donc ça, division cellulaire plus les squads à venir, disons, ça nous a aidé là-dessus. Et sur le business, en fait, on a aussi un gros enjeu, un gros challenge côté business. Nous, on ne fonctionne pas en trifecta, mais chaque product manager a une communauté d'ambassadeurs. On appelle ça les ambassadeurs. Attention, il n'en a pas 15, mais il en a quand même quelques-uns. Il en a 4 chez nous, puisqu'on a les représentants de nos clients, Marketplace, et il y en a un pour IMIA et un pour Noram. Et représentant des vendeurs, là pareil, un pour IMIA et un pour Noram. Pour l'instant, on a besoin de ça parce que sinon, on loupe des trucs. Ah, IMIA et Noram, merci. C'est vrai, je prends le réflexe. IMIA, donc globalement, c'est Europe, Middle East et il m'en manque un, Afrique. Et Noram, Nord-Amérique. Et en réalité, quand je dis Noram, c'est en réalité Amérique parce qu'on a Noram et Southam. Donc ça, mais notre enjeu, il est moins là-dessus parce qu'on arrive à trouver, les gens, ils ont très envie chez Miracle de devenir ambassadeurs. Donc on arrive à trouver des ambassadeurs. Nous, notre problème, il est que la spécificité SaaS pour le produit, c'est qu'on est aussi nous-mêmes des sales. En fait, il y a un tout petit nombre de clients et de très gros prospects. Donc nous, on nous met dans des réunions clients. Isabelle, en tant que CPO, autant dire qu'elle fait effectivement énormément de réunions clients. Et en tant que product director et en tant que PM, on est aussi amené à faire des réunions clients, soit des prospects, soit des clients. Et ça, le problème, c'est que ça paraît une bonne idée quand il n'y a pas beaucoup de clients et que ça marche. Mais plus on grandit, plus ça prend beaucoup de temps dans un agenda de product. Donc, on a dû mettre en place des process pour limiter ça à des focus accounts, par exemple, pour commencer, passer par un filtre du VP pour être sûr qu'on avait vraiment besoin de mettre le produit. Donc maintenant, le produit est utilisé comme la carte un peu de joker pour finaliser un prospect ou pour rassurer un client. Mais on a arrêté un peu d'intervenir à tout va. Voilà. Et alors, vous mentionnez la division cellulaire. Donc, je vois bien quand on grandit, on se spécialise. On a besoin de prioriser des choses qui sont dans un ensemble cohérent et plus des pommes, des carottes ou se couper un bras en attendant sur une partie de son produit. Mais comment vous le voyez aussi en termes d'innovation? Comment est-ce qu'on ouvre sur des teams, peut-être de la conquête en fait, de nouveaux usages ou de nouvelles choses? Comment ça s'inscrit dans votre regard? Ça, c'est une super question qui est honnêtement pas évidente, où il faut aussi pouvoir tester, je pense, plusieurs choses. Donc, il faut être agile dans son organisation pour pouvoir tester différents setups. Peut-être 2 réponses là-dessus. Une première, c'est pour moi, l'innovation, c'est quelque chose de motivant pour toutes les squads. Donc, il faut pouvoir en faire dans chacune de ces équipes en pondérant avec le reste des choses à faire. Donc, ça fait aussi partie des attendus de la roadmap. Dans une roadmap, on doit pouvoir trouver de la delivery, de la tech maintenance en continu, sinon on va dans le mur. Et puis une partie qui serait autour de la discovery ou des choses un peu nouvelles, mais il faut avoir cette respiration entre les 3 blocs parce que, 1, déjà, c'est motivant, et puis 2, c'est ce qui permet d'assurer la base tout en préparant et plantant les graines de la suite, quoi. Ça, c'est le setup de base. Ensuite, il ne faut pas s'interdire de tester des choses. Donc là, par exemple, on va tester au 2e trimestre là, un autre setup avec une petite team qui spin-off à part
qui est sur un périmètre très large parce que c'est l'app mobile et qui va tester que des sujets complètement nouveaux qui ne sont pas pris par ailleurs par des squads. Donc chez Back Market, les développeurs mobiles sont dans chacune des squads. Donc on impacte l'ensemble de l'expérience, par exemple de je sais pas, du checkout, qu'on soit sur le web ou sur l'app. Et la lumière s'éteint. Et donc, et vraiment, ça s'éteint. Je sais pas, Arnaud, tu peux aller regarder s'il y a un interrupteur quelque part. Ah voilà, ça y est. Il faut bouger de temps en temps. C'est ça. Et donc, voilà, cette team à part que l'on crée, elle va bosser sur des sujets qui sont pris nulle part ailleurs et dont on sait honnêtement que ce sera dur de les avoir dans les roadmaps des squads existantes parce qu'on les incube, on regarde ce que ça donne. Si c'est prometteur, bah, du coup, ça ira dans une squad à un moment. Et on va tester. Et si ça marche bien, on pérennisera peut-être cette équipe qui fera que dépiler ces sujets qui ne sont pas pris par ailleurs. Et on va voir ce que ça donne. Mais si ça se trouve, ça ne marchera pas et on trouvera autre chose, quoi. Chez Miracle, on a beaucoup fonctionné. Alors, on n'a pas ce système de team qui essaie plusieurs sujets, mais on a beaucoup fonctionné par spin-off, par contre. Donc, c'est un pari du COMEX, des fondateurs, on veut tester ça. Et à ce moment-là, une organisation en spin-off séparée, qui est complètement séparée du quotidien de l'opérationnel et qui lance ce nouveau sujet. L'exemple historique un petit peu, c'était la marketplace de services. Donc, Miracle a lancé une marketplace de services comme ça, avec une toute petite équipe. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui n'a pas encore beaucoup pris auprès de nos clients, mais elle est là. Et le fait est qu'on a testé. On s'est donné l'opportunité de tester alors qu'il y avait un point d'interrogation. Et Miracle Connect, le produit sur lequel je travaille, a été lancé de la même manière. Une équipe qu'on sort, on lui dit de ne faire que ça, d'être tranquille, de ne pas faire d'opérationnel ailleurs. Et paf, on va lancer Miracle Connect, qui là, pour le coup, a beaucoup plus pris rapidement. Et on a encore chez Miracle des lancements de produits assez régulièrement, beaucoup plus, disons, depuis l'année dernière. Et donc, on va voir si ça va marcher, on n'est pas sûr. Mais voilà, c'est plus au niveau spin-off très important. Mais je pense que pour revenir au thème aussi de ce soir, même dans ces configurations-là d'innovation, il faut toujours être hyper au clair du business model qu'il y a derrière une équipe, une feature. Enfin, il n'y a rien de gratuit en fait. Donc, même si c'est en mode méga test, il faut quand même son KPI, il faut quand même son ambition et il faut savoir que c'est pas fait pour le plaisir, quoi. Ça va être là parce que ça va générer à un moment un business et que ça va grossir, quoi. Moi, j'aime bien rappeler la définition de la sérendipité à ce moment-là. Ce n'est pas des équipes qui ne savaient pas ce qu'elles cherchaient et qui ont trouvé quelque chose. C'est des gens qui avaient un objectif bien précis et qui ont trouvé autre chose. Mais il y a toujours un objectif de départ. Et donc, de la même façon, en innovant, il y en a toujours un au départ. Et au détour de la route, on peut trouver d'autres choses. Mais on est quand même driven et dirigé par un KPI et, si possible, business, puisque aucune de vos deux boîtes ne sont des ONG aujourd'hui. Donc à ce moment-là, c'est par ça que ça se drive. Et une dernière question pour terminer l'animation avant d'avoir les vôtres. On a toujours envie, dans ces meet-up produits, de repartir avec quelque chose d'hyper actionnable qu'on pourrait faire demain pour être plus drivé business dans nos équipes ou pour avoir beaucoup plus d'impact. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à l'Assemblée ce soir pour driver les roadmaps par le business dès demain en commençant leur journée? Moi, le premier conseil que je donnerais, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en tant que product manager, on est capable de dire très clairement, voilà, ma boîte a fait ça, mon produit fait ça, ma squad a fait ça, c'est très clair. Déjà, ça, c'est une première question. Si ce n'est pas le cas, ça vaut le coup d'aller poser des questions pour être sûr que vous sachiez très bien ce que fait ces trois niveaux, ce que font ces trois niveaux. Et le deuxième gros conseil, c'est de parler tout le temps avec le business. En fait, ça a l'air tout bête, mais c'est pareil, c'est des choses qui, surtout dans un contexte de scale-up, ont tendance à s'essouffler. Et si vous ne parlez pas plusieurs fois par semaine avec le business, chez nous, c'est les sales, effectivement, je ne sais pas, voilà. C'est qu'il y a un problème. Il faut qu'ils soient au courant en temps réel de ce que vous faites, qu'il y ait des représentants du business qui challenge vos roadmaps et vos features, vos designs, vos releases, tout, quoi.
De mon côté, je dirais qu'un conseil qu'il faut avoir en tête, alors ensuite, ça dépend bien sûr de la nature de son produit. Donc, encore une fois, moi, j'ai toujours bossé sur des plateformes, mais assurez-vous d'avoir votre data traquée, on lance rien sans du tracking. On lance rien sans avoir une data qu'on saura récupérer in fine, parce que sinon, tout simplement, on ne saura pas mesurer son impact. Donc voilà, ça peut paraître trivial, mais dans la conception, il faut penser aussi son KPI en mode est-ce que je saurais le mesurer? Parce que le KPI parfait, mais qu'ensuite on n'est pas capable de traquer, d'analyser, de mesurer, il ne sert à rien en fait, quoi. Donc voilà, penser son tracking très très tôt.